Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. On a toujours été fasciné par les criminels, par les affaires de faits divers. Il y en a un qui est moustachu, il y en a un autre sur la droite qui est un peu plus âgé avec des grosses lunettes. Et il y en a un au milieu qui fait une drôle de tête. J'ai jamais fait croire à McDonald que j'étais son ami. Parce que là, il craque, il tue tout le monde. Mais il pourrait craquer et juste... Se tuer lui. Non, ou aller chez un psy. Oui, non, mais c'est ça. Puis, il y a une forme, pour le coup, d'impudeur, mais... Pour le moins. Le journaliste, qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face, le sait bien. Ce qu'il fait est moralement indéfendable. Et il n'y a pas loin de ce qu'on bascule en disant « Ah bah ouais, vu comme il est antipathique, il est coupable ». Tout ça nous laisse augurer d'une ambiance tendue, j'ai envie de te dire quand même. Hein. Mais c'est un bouquin qui m'a vrillé la tête. Waouh. En effet, c'est bien exposé. Donc aujourd'hui, c'est un épisode qui se déroule chez toi. Ouais. Et de retour dans la bibliothèque principale, je dirais. Ouais. Et il va être question de livres. Ah. Donc je sors l'objet principal. Bon alors, tu as pris 2 livres en plus et un DVD, Un n'est-ce DVD, pas? mais on en parlera. Donc, on commence, parce que c'est effectivement très étonnant. Alors, il y a plein d'informations dessus. Alors, si je commence par le haut, c'est le journaliste et l'assassin. Ouais, ça c'est le titre. D'accord. En dessous, préface Emmanuel Carrère. Ouais. Donc c'est marrant parce que tout de suite on voit pas forcément le nom de l'auteur, mais j'imagine que c'est Janet Malcolm. Ouais, ce qui est bizarre, c'est justement dans cette collection, dans cette maquette, le nom est écrit en très gros, mais comme il est écrit sur la verticale du Voilà, du c'est livre... mis à la verticale, comme d'ailleurs l'image de la couverture. Exactement. Il y a une espèce de bandeau rouge sur le côté gauche. De haut en bas, c'est le journaliste et l'assassin. Préface Emmanuel Carrère. Toujours dans le même sens, dans le sens normal de lecture, traduit de l'anglais États-Unis par Lazare Bitoun. Oui. Et édition du sous-sol. Et effectivement, pour bien lire le nom de l'auteur, il faut opérer une opération de rotation. rotation latérale. 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour voir le nom de l'auteur, Janet Malcolm. Et là, on voit aussi l'image dans le bon sens de la couverture. Et on voit une photo noir et blanc, avec en fond une repro d'une une du New York Times, Ouais. mais qui est mangée par une image qui est superposée dessus. Et là, on voit trois bonhommes. On sent qu'on est un peu quelque part entre les années 70 ou 80. Exactement. Et il y en a un qui est moustachu, tous ont des cravates, hein, tous sont blancs. Il y en a un qui est moustachu, il y en a un autre sur la droite qui est un peu plus âgé avec des grosses lunettes. Et il y en a un au milieu qui fait une drôle de tête. Tout ça nous laisse augurer d'une ambiance tendue, j'ai envie de te dire quand même. Hein. Effectivement, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, donc le bouquin, c'est le journaliste et l'assassin, et on a l'habitude dans l'étagère de sortir des objets qui ont compté pour nous, des objets sur lesquels on a du recul. Et pour une fois, ça va pas vraiment être le cas, parce que c'est un bouquin que j'ai découvert au printemps ou cet été, en fait, l'été dernier. D'accord. C'est tout neuf. Ouais, mais c'est un bouquin qui m'a vrillé la tête. Donc, depuis que je l'ai lu, j'y pense.
Et je me suis dit, si j'y pense depuis plusieurs mois, autant l'amener dans l'étagère, puisque... Tu as bien raison. Voilà, ça change un petit peu. Alors, c'est une collection de poches, hein, c'est des petits formats. Les éditions du sous-sol, c'est un éditeur qui est spécialisé dans les non-fictions, comme disaient les Américains. D'accord. Et comment ils appellent ça, le journalisme narratif. Et ce livre, je l'ai découvert par erreur, en fait. Enfin, par erreur. C'est-à-dire que j'écoutais la radio, j'écoutais une émission où ça parlait de culture, et il parlait de ce bouquin, Le journaliste et l'assassin, et comme j'étais en train de faire autre chose et que j'écoutais à moitié, j'ai cru que c'était le récit authentique, d'un journaliste qui était fasciné par un meurtrier qu'il avait suivi et qui avait écrit un bouquin fasciné par son sujet. En fait, j'ai pas très très bien écouté ce qu'avaient dit les gens. Quelle autre moitié ? Il ne s'agit pas de ça. Et donc, pour expliquer ce que c'est, parce que c'est un peu complexe, je vais lire une partie de la préface d'Emmanuel Carrère. De toute façon, j'ai prévu un peu de lecture aujourd'hui. Mais c'est bien aussi. Ouais, c'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise, mais là, j'ai pris pas mal de notes et j'ai prévu des lectures. Parce que c'est un peu vertigineux, ce livre, et qu'il va falloir s'appuyer un petit peu sur le texte. Ça donne envie. Donc déjà, la préface, elle est signée d'Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère est assez connu, notamment pour un bouquin qui s'appelle L'Adversaire, ou justement, qui est un bouquin de non-fiction, un bouquin de suivi d'une affaire criminelle. L'affaire Jean-Claude Roman, qui a un peu traumatisé la France à une période. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'histoire d'un homme c'est un homme qui a assassiné toute sa famille. Ouais. Et alors que c'était censé être un médecin très honorable, et en fait on s'est rendu compte que cet homme a passé des années à faire croire qu'il travaillait à l'organisation, à l'OMS en fait. C'est ça, voilà. Qui se rendait à l'OMS tous les jours, et non, en fait il a échoué dans ses études de médecin, il a menti à tout le monde en fait, à sa famille et à tout le monde. Et il menait une vie où il s'occupait dans la journée, on ne sait pas trop comment, après ça a été reconstitué un petit peu par enquête, mais il n'y a pas tous les détails de ce qu'a été sa vie pendant toutes ces années, et surtout comment il est arrivé à manipuler, y compris les gens les plus proches autour de lui. Et bon, quand l'étau s'est refermé sur lui, a priori, il est devenu fou et il a assassiné toute sa famille. Mais surtout derrière, ça a généré ce livre d'Emmanuel Carrère, qu'il a rencontré en prison, qui a échangé pendant longtemps avec lui et qui a essayé de reconstituer cette histoire, qui a donné un film réalisé par Nicole Garcia. Ouais, avec Daniel Auteuil. Avec Daniel Auteuil. C'est ça. Oui, mais qui a aussi inspiré un film. Alors, je dis bien inspiré, c'est-à-dire que le film n'est pas basé directement sur le texte d'Emmanuel Carrère, le personnage ne s'appelle pas comme dans la vraie vie et tout ça, mais qui est un des premiers films de Laurent Cantet qui s'appelle L'Emploi du temps, qui est une autre version que moi je trouve plus étonnante et plus forte, mais ça c'est question de goût. En tout cas, Emmanuel Carrère est quelqu'un qui a commencé comme romancier et puis qui s'est spécialisé depuis quelques années dans la non-fiction et notamment autour des affaires criminelles. Ouais, et puis je crois aussi, moi l'un des rares que j'ai lu le livre de lui, pour faire vite, c'est par contre à l'inverse, c'est une biographie de Philippe Cadic, qui alors pour le coup, comme j'en ai lu une autre, la version américaine, qui est vraiment type classique, biographie américaine, avec beaucoup de pages, beaucoup de détails, beaucoup de choses et tout. Ce qui est marrant dans celle d'Emmanuel Carrère, c'est qu'au bout d'un moment, tu as l'impression presque qu'il commence à écrire un roman de fiction, en fait, alors qu'il ne cesse de parler de Philippe Cadic et de sa vie. C'est comme s'il faisait l'espèce de mouvement inverse. Je pars de la réalité et au final, j'arrive dans un endroit qui n'a plus lieu d'être une biographie de quelqu'un qui a existé. C'est ça qui est assez marrant. Et je crois qu'il a fait d'autres livres comme ça, Les Monoff. Après, moi, je connais pas bien son travail. Moi, j'avais lu un de ses premiers romans qui s'appelle La Moustache, mais en fait, je vais pas développer là-dessus. Non, on n'est pas là pour ça. Mais justement, ça nous amène un petit peu au cœur du sujet entre la fiction et la réalité, et comment retranscrire la réalité. Parce que c'est vraiment le sujet, on va se recentrer sur le journaliste et l'assassin, c'est vraiment le sujet de ce livre, et moi, j'expliquerai après qui est Janet Malcolm, mais je vais lire donc la première partie de la préface d'Emmanuel Carrère, qui est bien parce qu'elle expose tout à fait de quoi il s'agit. Donc, j'attaque. C'est une histoire à 3 étages. Le premier est une affaire criminelle. En 1970, en Caroline du Nord, un médecin militaire appelé Jeff McDonald est accusé du meurtre de sa femme et de leurs 2 petites filles. Les présomptions sont lourdes, mais les éléments à décharge aussi. Jeff McDonald a-t-il commis ces crimes ? Lui seul le sait. Il clame son innocence et donc de 2 choses l'une. Il est soit la victime potentielle d'une terrible erreur judiciaire,
soit un assassin doublé d'un monstre d'hypocrisie. Le vertige moral résultant de ce doute est une bonne matière à récit, et c'est ici, second étage, qu'entre en scène Joey McGinnis. C'est un polygraphe qui écrit cette chose triste des best-sellers qui ne se vendent pas. Espérant se refaire sur le terrain de la non-fiction criminelle, qui, depuis De sang-froid aux États-Unis, donc De sang-froid c'est le roman de Truman Capote, qui depuis De sang-froid aux États-Unis est un genre littéraire à part entière, il prend contact avec les avocats de McDonald et passe contrat non seulement avec un éditeur, mais aussi avec McDonald lui-même, qui en échange de l'exclusivité de ses confidences, recevra un tiers des droits d'auteur. Durant les années qui précèdent le procès, les deux hommes se lient d'une amitié de mâle américain consistant à regarder le foot ensemble à la télé, écluser des bières, noter les femmes qui passent sur une échelle de 1 à 5. McGinnis dit croire dur comme fer à l'innocence de McDonald, et quand le verdict tombe, qui condamne celui-ci à perpétuité, quand il est emprisonné, son fidèle biographe lui écrit des lettres accablées, comme si c'était lui qui souffrait le plus de la monstrueuse injustice dont son ami est la victime. Là-dessus, le livre paraît, et McDonald a la cruelle surprise de découvrir qu'il y est présenté comme un meurtrier psychopathe. Le cordial compagnon de Biture qui traitait d'imbécile ou de salaud quiconque émettait le moindre doute sur son innocence, dit maintenant savoir, d'une certitude absolue, que McDonald a tué sa femme et ses enfants. Outré, McDonald décide du fond de sa prison d'attaquer McGinnis en justice pour, entre guillemets, tromperie et violation de contrat. Second procès, troisième étage de l'histoire, où entre en scène une journaliste du New Yorker, Janet Malcolm. Elle a de bonnes raisons de s'intéresser à l'affaire. Elle-même vient d'être poursuivie avec une demande de dommages et intérêts de 10 millions de dollars par un psychanalyste américain mécontent du portrait qu'elle a fait de lui dans son livre enquête « Tempête aux archives Freud ». Elle décide de suivre ce procès, dont l'enjeu est absolument inédit, puisqu'il ne s'agit plus de savoir si McDonald est coupable ou innocent, pas non plus d'établir si ce que dit de lui McGinnis est mensonger ou diffamatoire, seulement de juger s'il avait le droit de le dire après avoir fait croire à McDonald qu'il pensait le contraire. En d'autres termes, si un journaliste a le droit, pour gagner la confiance de quelqu'un, d'exprimer une sympathie qu'il n'éprouve pas, et si on peut le lui reprocher sur un plan non seulement moral, mais légal. Waouh. En effet, c'est bien exposé. Ouais, c'est bien exposé et c'est en même temps très complexe. Ah oui, là... Je précise que je ne suis pas un gros client de ces non-fictions et surtout de ce qu'on appelle les true crimes. Il y a je prononce très mal, mais il y a une tradition vraiment dans le journalisme américain et au-delà du journalisme d'ailleurs. Ça peut inclure des romanciers, ça peut inclure des psychologues. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent en fait sur les véritables affaires de crime, sur les faits divers aux États-Unis, et qui en tirent des ouvrages, des documentaires. C'est des sujets qu'on va voir dans des émissions. Oui, parce que j'allais te dire, nous en France, peut-être pour le coup, on a eu pendant longtemps peu de livres ou de choses comme ça, même si je pense que ça a toujours existé, mais par contre, on a toujours eu beaucoup d'émissions, et radio, et après télé, sur tous les criminels. Enfin, moi, je me souviens même des histoires de Pierre Bellemare ou des choses comme ça, même si on peut peut-être pas totalement comparer, mais on peut comparer. De toute façon, il y a toujours eu une fascination pour le crime, et donc à partir de là, après, aux États-Unis, on sait que le procès a une espèce de mise en scène et saveur particulière qui fait que on a été nous aussi abreuvés avec ça, mais oui, de toute façon, enfin, ça c'est un matériau qui est juste génial, quoi. Ce qui est troublant, en fait... Là, par contre, c'est vertigineux, c'est comme tu as dit, c'est qu'effectivement, là, il va y avoir plein de couches, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a un goût dans l'humanité, et notamment dans nos époques où l'information circule beaucoup, on a plein d'outils, en fait, pour lire des choses, découvrir des choses, regarder des choses. On a toujours été fasciné par les criminels, par les affaires de faits divers. Ça montre, évidemment, le côté obscur de l'humanité, blablabla. Ok, on est d'accord là-dessus. Après, il y a des tas d'approches différentes de ça. C'est-à-dire que ça va aller du simple compte-rendu journalistique à ce type d'émission que tu évoquais, de la tradition. Alors, Pierre Bellemare venait au départ de la radio, puis a fait ça à la télévision, mais c'était vraiment un raconteur d'histoire. Il faisait ça à la première personne, et il remettait en scène un petit peu les grands faits criminels,
à des documentaires de reconstitution. Il y a plein d'émissions spécialisées là-dessus. Je me souviens plus comment s'appelait la plus connue. Là. Oui, faites entrer... oui, il y a Faites entrer l'accusé. Maintenant, il y en a sur des chaînes qui sont quasiment dédiées à ça. Et voilà, il y en a partout. Donc ça marche. Ça fascine les gens. Après, la question qui se pose dans ce bouquin, c'est comment travaillent les journalistes. Oui, parce que là, comment ça se passe après là dans ce bouquin, parce que c'est là qu'on va rentrer dans le vertige. Parce que vu que déjà là, Emmanuel Carrère nous présente effectivement 3 étages, et vu que l'auteur a l'air d'être Janet, l'autrice, est-ce que donc, quel est son point de vue là ? Elle, justement, elle ne refait pas le premier procès. Non. Par contre, elle va rencontrer les gens qui ont été impliqués dans cette histoire. C'est-à-dire qu'elle va rencontrer Joey McGuinness, qui est un peu le début de son sujet, c'est-à-dire que c'est le journaliste qui a sympathisé avec Jeff McDonald, le mari potentiellement meurtrier, en tout cas reconnu coupable de meurtre. Elle va sympathiser avec ce journaliste, elle va pas sympathiser, elle va rencontrer ce journaliste en lui expliquant son projet, qui est de réfléchir à cette question, est-ce qu'on a le droit, au nom de son objectif qui est de retranscrire une affaire, de sympathiser avec quelqu'un de manière en fait hypocrite, de manière manipulatrice, de mentir à sa source principale. Exactement. Donc elle va l'approcher lui, mais elle va approcher certaines personnes qui ont travaillé sur le procès, des avocats, des enquêteurs, puisque aux États-Unis, quand il y a procès, on paye. Je crois que les avocats n'ont pas le droit d'enquêter eux-mêmes, ils doivent payer des détectives pour aller faire les recherches sur les personnes qui sont soupçonnées. D'autres personnes qui sont journalistes et donc ils vont donner leur avis sur cette question, y compris des gens qui étaient intéressés par cette affaire, qui ont écrit dessus et qui avaient peut-être le même objectif que McGuinness, c'est-à-dire de sortir un bouquin là-dessus. Elle va rencontrer tout un tas de gens et réfléchir à cette question, d'autant plus que, comme il est dit dans la préface que je viens d'évoquer, elle-même a eu un procès. Oui. Alors un procès qui n'est pas tout à fait du même ordre, puisque en fait, on lui reproche de ne pas avoir bien retranscrit, mais elle, on lui accuse pas d'avoir sympathisé avec son sujet. Mais la question qu'elle pose, elle, c'est en fait quel rapport doit-on avoir avec les gens qu'on interroge quand on est journaliste ? C'est des questions qui, je trouve, sont au cœur de la période qu'on vit, sont brûlantes à la période qu'on vit. Oui, là, ça c'est sûr. Parce que, en plus, avec toutes les séries qu'on nous propose qui sont inspirées de la réalité ou qui sont des séries documentaires, maintenant sur les plateformes, sur la plupart des plateformes, on a des séries true crime comme ça. C'est-à-dire qu'on a des heures et des heures sur un sujet où on va suivre des personnes qui sont accusées, où on va suivre comment s'investissent les avocats, parfois jusqu'au procès, le procès compris, etc. Nous, on reçoit ça en tant qu'individu et on se fait une idée par les personnes qui nous racontent l'histoire. Quelle est la place des personnes qui racontent l'histoire là-dedans ? Pour moi, c'est là que commence l'espèce de puits sans fond. C'est là qu'il faut présenter un petit peu Janet Malcolm, que je connais très mal, hein. Je suis honnête, je l'ai découverte l'été dernier, hein. Je suis pas... mais ça va nous aider un petit peu quand même. Je me suis un peu renseigné, et puis 2, j'ai lu un autre ouvrage d'elle entre-temps, parce que j'ai vraiment été fasciné par ce livre, alors que, 1, je m'y attendais pas, et 2, c'est pas son style qui m'a transporté, c'est-à-dire que c'est a priori écrit dans un style très simple, après elle est très très forte, parce qu'elle rentre dans ces questions
de manière très très frontale, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de longues expositions pour expliquer. Ça ne ressemble pas à un ouvrage d'universitaire, ça ne ressemble pas à un ouvrage de philosophe, essayiste qui va intellectualiser énormément. Ouais. Elle pose les questions, évidemment, et surtout à la fin de l'ouvrage, il y a une postface où elle va vraiment s'appesantir sur les questions, mais elle ramène toujours au cas concret, aux témoignages d'autres personnes. Elle raconte énormément comment se passent ces rencontres avec les autres, en notant des détails qui nous empêchent d'avoir une idée définitive sur les gens, justement. Elle me semble d'une foncière honnêteté là-dessus, c'est-à-dire elle va donner l'apparence physique de quelqu'un, et puis parfois elle va remettre en cause cet a priori que ça pourrait représenter, de voir arriver la personne qui est comme ça, mais tout ça de manière très simple, sans surintellectualiser les choses et sans faire un truc trop complexe. C'est-à-dire que c'est un livre qui est accessible à tout le monde, c'est un livre qui est vraiment lisible, il n'y a pas de... Donc elle est née en 1934 et elle est morte en 2021, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Je précise que ce livre, qu'on ne connaissait pas ni toi ni moi, dans l'histoire du journalisme américain, il est super important. D'accord. En fait, le livre date des années 80. Là où elle l'a écrit, elle. Oui. Parce qu'en fait, il y a... Oui, parce que de toute façon, j'imagine l'affaire... Alors l'affaire est antérieure, je crois qu'elle date de la fin des années 70. Oui. Et elle est traitée, le procès a lieu dans les années 80. Et voilà, c'est paru pour la première fois en 2 articles. 2 longs articles dans le New Yorker, ça aussi c'est très américain, les articles qu'ils font, parce que là, le livre il fait en tout 200 pages, donc on peut imaginer ce que c'est 2 articles dans un journal, quoi. C'est quand même... mais dans le New Yorker, ils ont l'habitude de ça, et c'est écrit petit aussi. Et c'est paru donc en 1989, la première fois. Mais en tout cas, c'est un livre qui a fait du bruit, et puis qui a beaucoup divisé, parce que son propos remet en cause quand même l'intégrité du journalisme, ou en tout cas, elle a une formule qui est au dos du livre. On a décrit le livre, mais on n'a pas décrit la 4e de couverture, qui dit « Le journaliste qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien, ce qu'il fait est moralement indéfendable. » Alors évidemment, ça fait formule en porte-pièce, c'est très étayé dans le livre. C'est pas une formule pour faire choc, ça, c'est pas du tout... Il y a des arguments derrière. Ouais, il y a des arguments, et puis, en plus, elle s'y met dedans. Bien sûr. En fait, elle parle de cette opposition impossible, en fait, qui est... On doit retranscrire, on doit être lisible par les lecteurs et les lectrices, et en même temps, on doit être honnête avec le sujet traité. Et par exemple, alors je n'aurai pas le temps de le lire en détail, mais il y a un chapitre remarquable où juste elle donne la retranscription littérale de ce que dit quelqu'un, en plus quelqu'un qui sait s'exprimer, que je sais plus si c'est un avocat ou un journaliste. Donc elle retranscrit toutes ses paroles, toute sa réponse à une question, c'est complètement illisible. Et après, elle explique ce que fait un journaliste, c'est-à-dire remettre en forme cette interview. Ce que fait tout journaliste sans malhonnêteté aucune. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retranscrire littéralement la parole. Oui. C'est comme, on va prendre de nouveau le parallèle si c'est un documentaire. Tu vas enregistrer quelqu'un qui parle pendant 1 heure, mais effectivement, à la fin, il va peut-être n'en rester que 10 minutes, 15 minutes, et encore coupé aussi sur plusieurs bouts, et il va apparaître... 3 fois dans le documentaire. C'est des détails, mais en fait ça marche tout le temps comme ça. Et c'est ça. Et les gens qui sont du métier font ça de manière automatique, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas à 40 fois pour enlever ce genre de détails. Mais en fait ça pose quand même une question, c'est-à-dire à quel moment on se met à faire du récit, à quel moment on se met à réécrire la réalité. Et dans ce cas particulier, évidemment ça amène quelque chose d'un petit peu troublant, puisque si la personne se retrouve avec un procès, le journaliste, c'est que quelque part, l'autre en face s'est senti trahi. C'est-à-dire qu'il s'est senti trahi, alors que de toute façon, à partir du moment où on s'adresse à un journaliste, si on n'est pas soi-même journaliste, si on ne connaît pas les ficelles du métier, intuitivement, on doit savoir que, si on n'est pas complètement naïf, on doit savoir que notre parole va être manipulée, qu'elle va être remise en forme, qu'elle va être réarrangée. Alors il y a plein de gens qui ne le savent pas, qui le découvrent dans leur première expérience. Oui. Alors après, là, comme tu disais sur le début, il y a peut-être autre chose plus que dans l'aspect journalistique, c'est-à-dire que, pour en revenir à l'affaire de base, c'est l'autre journaliste avait l'air quand même d'avoir tellement sympathisé avec le... Là, c'est plus tellement... On a presque envie de dire, bon, si je me fais l'avocat de l'autre...
est-ce que le journaliste a le droit d'être justement dans cette forme d'intimité poussée à l'extrême qui peut faire croire quand même à la personne que tu as en face qu'il a affaire à un nouvel ami? Ou alors c'est que le contexte moral devient différent, quoi. Je croyais que tu étais mon ami, mais vu qu'en plus, moi, je me crois innocent et qu'après, tu écris partout que je suis coupable, est-ce qu'un ami ferait ça? En ayant dit l'inverse pendant des mois. Là, ça dépasse peut-être même le journalisme, même si l'effet final se fait par le prisme d'un livre ou d'un article et tout. Ouais, enfin, ça Donc dépasse le journalisme, sauf que une partie du journalisme est aussi devenue ça. C'est-à-dire que pour parler d'autres phénomènes qui sont loin du monde criminel, mais ce qu'on appelait le journalisme gonzo, qui est né dans les années 60, c'est... Là, tu vas fort. Oui, mais... mais t'as raison. Mais c'est quand même des gens qui publiaient dans des journaux et non pas dans des... Bien sûr. Qui n'écrivaient pas des fictions à l'origine. Hunter Thompson, au départ, il est pas censé être un romancier de fiction, il est censé être un journaliste qui part en reportage. Bien sûr. Et il part en reportage et il en fait un récit presque baroque. Oui. Bah là, disons que avec l'expérience physique des drogues. Oui. Parce que là, le peu que je connais du gonzo journalisme, c'est-à-dire que là, à l'inverse, c'est presque obligé que tu franchisses toutes les barrières et que tu deviennes toi-même ton propre sujet d'étude ou d'article en vivant l'expérience que tu dois retranscrire, en fait. Normalement, le journaliste, quelque part, s'efface toujours. Mais bon, voilà, le gonzo journalisme, il s'efface plus, quoi. Mais après, je connais pas tous les représentants du. Mais effectivement, t'as raison que ça commençait à. Voilà, moi je faire péter les barrières, quoi. Je situerais à cette époque-là, mais après, pour revenir au sujet du journalisme sur les affaires criminelles, ces émissions qu'on évoquait tout à l'heure, il y a non seulement des effets de montage, mais l'utilisation de la musique et même souvent le présentateur charismatique qui va mettre des intonations en présentant son sujet, qui va dramatiser des événements et tout ça, on est quand même dans une forme là de réécriture assez poussée. Mais alors là, elle, qu'est-ce qu'elle fait tout le long du livre parce que donc en fait, elle est dans une quête quasi un peu philosophique de savoir, enfin, que peut un journaliste, qu'est-ce qu'il ne peut pas, enfin, où se situe le problème du travail de fond d'un journaliste. Oui, quoi. et puis comment les gens ont abordé ce sujet, l'affaire McDonald, l'affaire criminelle au départ, et comment il se situe par rapport au procès qui a suivi de McGuinness. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait tort? Est-ce que c'est la bonne méthode de fonctionner? En fait, elle mène une enquête sur le deuxième procès. Oui, voilà, parce que c'est celui-là qui est... Ouais. Mais alors, et elle, c'est quoi ses pistes parce que, et puis alors, elle aussi, elle parle aussi de son affaire à elle, un petit peu. Oui, alors, très peu, parce qu'elle fait bien la différence avec le fait qu'elle... C'est un peu chaud, ça. Et c'était quoi, d'ailleurs, l'affaire, Roddy? Je sais plus. Elle, en fait, elle a été accusée par quelqu'un avec qui elle a fait un entretien sur la psychanalyse, de ne pas avoir retranscrit honnêtement le témoignage. Le témoignage. D'accord. Elle est aucunement accusée d'avoir utilisé l'angle de sympathie, aucunement. C'est un pur problème de transcription, vous avez trahi ma parole, quoi. Mais c'est son sujet, c'est-à-dire que Janet Malcolm, ses deux premiers livres, en tout cas connus en France, c'est Un métier impossible, psychanalyste, et Tempête aux archives Freud, qui pose la question là de quelle est la position du psychanalyste lui-même. Mais elle a fait aussi, et c'est l'autre livre que j'ai lu moins, un livre qui s'appelle La femme silencieuse, sur le mariage de Sylvia Plath et Ted Hughes. Sylvia Plath, qui est une poétesse américaine qui s'est suicidée. Alors moi, je ne connais pas l'œuvre de Sylvia Plath, mais ce qui est bien, c'est que le bouquin, en fait, fait la même enquête sur la relation qu'elle avait avec son mari. Et après sa mort, on a accusé Ted Hughes non seulement évidemment d'exploiter l'œuvre de sa femme, mais au-delà de ça, d'avoir une position un petit peu de se décharger de la responsabilité du suicide de son épouse. Et elle mène une enquête où on entend les deux voix, en fait, des gens qui sont
notamment de féministes qui se sont emparées du cas Sylvia Plath pour dire que c'était quelqu'un qui était manipulé par son mari, que son mari était jaloux parce qu'elle avait plus de succès que lui, etc. Oui. Et d'autres personnes qui ont un point de vue différent là-dessus et dire qu'elle était... enfin bon, après on rentre dans des histoires un peu sordides, hein, qu'elle avait des aventures, je ne sais quoi, lui aussi... Très dépressive aussi. Oui. Mais en fait, bon, on rentre dans des trucs assez glauques, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est d'aller entendre les deux sons de cloche et d'avoir du recul en permanence sur la vérité des récits, c'est-à-dire, au final, de dire, en fait, tous les récits sont potentiellement sincères, mais ils sont déterminés par un angle de vue sur l'affaire. Et elle fait la même chose dans Le journaliste et l'assassin, c'est-à-dire que cette idée du biais de conviction là, qui est très actuelle en ce moment, dont on parle beaucoup, qu'on va chercher les infos qui nous confortent dans nos propres idées. Le travail sur Le journaliste et l'assassin, c'est vraiment, quand elle va rencontrer les gens, de prendre du recul dessus, et non seulement elle rencontre Joey McGinnis, mais elle rencontre aussi Jeff McDonald. Elle finit par rencontrer l'accusé qui a mis en procès le journaliste, pas que accusé, le condamné pour meurtre. Et c'est beaucoup plus facile qu'avec Joey McGinnis, c'est-à-dire que Joey McGinnis, après la première rencontre, il ne veut plus entendre parler d'elle. Oui, après, ce qu'on a envie de dire, presque ça pourrait se comprendre. Oui, sauf que son livre n'est pas spécialement à charge contre Joey McGinnis. Mais il doit avoir un problème d'entrée de jeu. Et alors, oui, avec lui, comment ça se passe avec le... Avec McDonald, ça se passe bien. Coupable. Ça se passe bien, mais elle n'est pas dupe non plus. C'est-à-dire que elle prend pas son récit pour argent comptant. Elle ne se prononce pas sur son regard sur la culpabilité ou l'innocence de McDonald. Oui. Elle ne rejuge pas l'affaire. Elle ne rejuge pas l'affaire. Alors, encore une fois, on est dans des affaires criminelles dans le système américain, donc en plus, il y a plein d'éléments qui peuvent remettre en cause la valeur des preuves, etc. Il semblerait quand même que très vite, l'unanimité se soit faite vers une conviction de culpabilité de McDonald. Pour être honnête, j'ai fini par acquérir le livre de Joey McGinnis, qui a été traduit en France dans les années 80, qui s'appelle Vision fatale, sur l'affaire McDonald. Un bon j'ai lu d'époque. Là, voilà, dans la collection Crime et Enquête. Et en plus, le livre a très mal vieilli. Enfin, je veux dire, là, je parle physiquement de l'objet que j'ai commandé d'occasion. Il est jauni, un peu sale et tout ça. Ouais. Et j'avoue que la lecture, je suis pas sûr d'arriver au bout. Ah ouais. T'as commencé quand même. Ouais, je suis à la page 100. Un quart. Voilà. C'est très douloureux parce qu'il s'agit quand même d'un meurtre atroce. Ah oui, alors, pour l'instant, le parti pris de Joey McGinnis n'est pas flagrant. C'est-à-dire que pour l'instant, au bout de 100 pages, il retranscrit les faits en alternant les récits des enquêteurs. Vraiment, il suit l'enquête pas à pas. Et la vision, à chaque fois, il y a un chapitre sur 2, c'est la vision de McDonald. Okay. Et qui va en fait raconter, pas le crime, il va raconter toute son histoire avec sa femme, ses enfants, comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont vécu, avec des détails parfois très gênants, parce que ça parle de leur vie intime, de sa sexualité, des rapports qu'il avait avec les parents, etc. et tout. Donc on rentre dans un domaine assez glauque quand même, dont certaines personnes sont très friands d'ailleurs dans les true crime, ça, il y a une tradition qui existe depuis longtemps. Mais non, mais c'est clair, je veux dire, ça va vendre. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est son premier best-seller. Oui, voilà, quand Emmanuel Carrère dit que c'était un personnage qui était un auteur de best-seller qui ne vendait pas de livres, c'est jusqu'à Vision fatale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il publie ce livre, Joey McGinnis, sa carrière, elle démarre. Oui. Avant ça, au tout début de sa carrière, il a fait un livre que je serais curieux de lire, qui est un livre qu'il a fait en 68 ou 69. Pendant la campagne électorale de Nixon, il a suivi l'équipe qui accompagnait Nixon, et il dresse ce constat terrible que la politique est en train de devenir un endroit où on vend les candidats comme des produits, parce qu'il y a des publicitaires, parce qu'il y a des communicants, etc. Et je serais curieux de lire aujourd'hui un livre de 1968-69 qui explique quelque chose qui maintenant est de notoriété publique et dans tous les pays. Ça a peut-être commencé cette période-là aux États-Unis, mais maintenant les hommes politiques sont effectivement vendus comme
comme des produits et ne se déplacent jamais sans leurs communicants, sans leurs publicitaires, sans leur... Là, le bouquin de McGuinness, où tu dis que tu n'arriveras peut-être pas à la fin, c'est parce qu'il y a trop de trucs, il va peut-être un peu trop loin dans... Où c'est quand même bien écrit, ça te donnerait quand même envie de le lire jusqu'au bout. Alors c'est écrit, non, c'est pas difficile à lire. Là, c'est oui, écrit, c'est à l'américaine. C'est du pur, voilà, c'est l'efficacité des journalistes américains qu'on trouve très souvent, c'est-à-dire c'est des récits qui sont... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras, voilà. On est dans le récit pur et simple, et pour l'instant, ça se lit très facilement. Stylistique. Non, mais c'est éprouvant. C'est éprouvant à lire. Oui, voilà, c'est ce qui te remue, c'est toute cette affaire en elle-même c'est pas la violence en fait qui est le plus éprouvant. La violence est éprouvante. Le récit qui remonte. En fait. Le récit du crime au début est terrible, mais après il y a tout ce côté glauque en fait de récit d'intime, et là on rentre certainement. Moi je dirais qu'au-delà de la question de est-ce que il peut être ami avec quelqu'un qui va trahir après, déjà il va rentrer dans cette intimité pour dresser le portrait d'un meurtrier. Et c'est là que pour moi se pose une question entre la fiction et le document, c'est-à-dire que la fiction fait ça en permanence. Et alors c'est difficile, ce point de vue est difficile à défendre, mais pour moi c'est moins gênant parce que on sait qu'on est dans la fiction et donc on rentre, ça devient quelque chose qui peut basculer dans l'artifice, c'est-à-dire qu'on peut lire, pour moi je peux lire les choses les plus violentes, les plus atroces et tout ça. À partir du moment où c'est dans le domaine de la fiction, j'arrive à ne pas me sentir voyeur. Voilà, c'est ça en fait, la différence. C'est une excuse. Oui. On a une excuse beaucoup plus simple dans la fiction, en se disant, on me demande de suspendre mon incrédulité pendant un certain temps, et donc là, à partir de là, tout est possible. Alors que là, je pense qu'effectivement, si l'autre commence à parler de son intimité avec sa femme, ou même d'autres choses de sa vie privée, et qu'a priori, la seule chose qu'on me demande, c'est de croire que ça, c'est peut-être la réalité, que ça s'est réellement passé comme ça, là, effectivement, il y a peut-être justement, déjà, là, c'est peut-être même pas un problème journalistique, c'est pourquoi aussi ce besoin de raconter ça, enfin, tu vois, de se confier de cette façon-là, autant, même si c'est peut-être pour te dire, oui, regardez, j'aimais ma femme et je suis innocent, j'ai pas pu la tuer, quoi. Enfin, parce que là, forcément, tout... Pour moi, c'est là aussi très très gênant. Ce qui est gênant, c'est que c'est pas à nous de juger, en fait. C'est qu'on est attiré par ces récits, mais le problème, c'est de prendre position, c'est d'avoir un regard, et le récit, quand c'est des vraies personnes, va forcément orienter on va les aimer ou on va les détester, on va les trouver sympathiques, on va les trouver antipathiques, et il n'y a pas loin de ce qu'on bascule en disant, ah bah ouais, vu comme il est antipathique, il est coupable. Alors qu'a priori, c'est pas lié. Oui, non, mais c'est ça. Puis, enfin, il y a une forme, pour le coup, d'impudeur, mais qui... Pour le moins. Qui, effectivement, si elle est liée à une réalité, ça résonne pas de la même façon, quoi. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, mais... je pense à ça juste, mais James Joyce, Ulysse, où tu es des fois dans la tête des personnages, ou même le monologue de Molly à la fin qui est sans ponctuation, où tu as toute la pensée la plus nue, la plus même pornographique, vulgaire, sincère, vraie et tout. Déjà en soi, c'est perturbant, mais effectivement, on peut arriver à se trouver une position par rapport à ça pour apprécier la chose, parce qu'on se dit c'est un personnage de fiction, oh mais ça ressemble tellement à ce que peut-être moi j'ai aussi dans ma tête. Moi, c'est ça que je trouve là beau dans la fiction. Alors que là, il y a toujours un moment, tu vas te buter en te disant, mais c'est vraiment ce qui s'est passé ? Oui. Puisque c'est le but. C'est le but de nous dire, oui, vous allez enfin savoir la vérité sur ce vrai meurtre. Cette femme et ses enfants sont vraiment morts, et qu'est-ce qui s'est passé avant ?
Et c'est là où, par contre, moi, à chaque fois, moralement, dès qu'on veut me présenter la vérité, la réalité, j'ai toujours un problème, quoi. Mais c'en est d'autant plus fascinant, c'est sûr. Et oui, mais et en même temps, voilà, en même temps, tout le monde, enfin beaucoup de gens ont envie de savoir ce qu'il y a dans l'âme humaine. Et quand il y a un fait divers marquant d'une rare violence ou très inattendu ou tout ça, moi j'avoue que l'affaire Roman, dont on parlait tout à l'heure à propos d'Emmanuel Carrère, pour moi, il y a quelque chose là aussi de très troublant de savoir que cet homme a passé des années, plus de 10 ans ou 20 ans dans cette non-vie, en fait. C'est fabriquer une vie artificielle, comme le font des romanciers d'ailleurs, quoi. Raconter, alors pas avec les mêmes méthodes, mais raconter une vie fausse tous les jours en rentrant chez lui, ou toutes les semaines en rentrant chez lui à sa femme. Lui, c'est un sacré créateur de fiction. Voilà. Et passer ses journées, a priori, dans sa voiture, dans des parkings, à magouiller un petit peu pour avoir de l'argent quand même. Enfin, là, moi, à la limite, c'est peut-être le truc qui, à chaque fois, m'impressionne le plus, parce qu'il faut le tenir. Enfin, on sait que malheureusement, à la fin, les gens, ils craquent et ça se passe très mal, quoi. Mais, enfin, malheureusement ou heureusement. Parce que là, il craque, il tue tout le monde. Mais il pourrait craquer... et juste se tuer lui. Non, ou aller chez un psy. Et arrêter, parce qu'il y a une souffrance derrière, quand même. Ouais, bien sûr, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui finissent par aller chez le psy, quand même, tu vois, au bon moment. Non, malheureusement. Surtout si tu commences comme ça. Et justement, à propos de ce rapport qu'on a, nous, parce que le bouquin, Le journaliste et l'assassin, même si c'est pas le sujet de Janet Malcolm, en tout cas c'est pas le sujet officiellement, il nous renvoie toujours aussi à notre regard, à nous là-dessus. Et lors de sa rencontre avec Jeff McDonald, donc le condamné, il lui confie à Janet Malcolm, il lui confie une lettre parmi des centaines qu'il a reçues. Et cette lettre, qui est d'une violence vraiment terrible, pour moi aussi pose cette question-là, de pourquoi, à quoi servent ces récits criminels. Donc la lettre, elle est écrite par quelqu'un qui est en vacances avec sa femme à Hawaï. Je lis la lettre telle qu'elle. Cher détenu McDonald, je suis avec mon épouse sur cette île magnifique de Hawaï où nous passons de superbes vacances et nous avons tous les deux lu le roman Fatal Vision de Joey McGinnis allongé sur la plage de Waikiki. Nous sommes tous les deux, je dois vous le dire, convaincus sans le moindre doute que vous êtes coupables jusqu'au trognon du meurtre de votre femme et de vos filles. Nous avons nous-mêmes 2 petites filles charmantes et, Dieu merci, elles n'ont pas eu la malchance d'avoir affaire à un fou en guise de père. Je n'ai aucune compassion pour quelqu'un d'aussi malade, d'aussi fou et d'aussi minable que vous semblez l'être. D'après le livre bien documenté de McGinnis sur vous, il est clair que vous êtes un menteur d'un calibre assez exceptionnel. Celui qui a été capable de faire ce qu'il a fait à cette femme enceinte est vraiment une ordure, mais ce que vous avez fait à ces 2 enfants sans défense est encore plus ignoble, et c'est aussi plus difficile à comprendre et à croire. On dit dans le livre, je crois, que vous pourrez demander à être libéré sur parole en 1991. Nous prions le ciel pour que les autorités concernées par ce genre de démarche aient un peu plus de bon sens que vos amis de l'armée n'en ont eu il y a quelques années et qu'ils ne vous relâcheront jamais. Vous êtes manifestement un homosexuel refoulé, ou peut-être plus vraiment refoulé là où vous êtes maintenant, vous êtes peut-être même devenu la reine du bal là-bas en tôle. Et vous détestez les femmes parce que vous êtes un pédé impuissant, pas vrai ? De toute façon, nous voulions juste vous faire savoir que le roman nous a plu, mais que nous sommes sûrs que vous êtes coupable et que vous êtes un pervers tellement dingue qu'il ne faudrait jamais vous relâcher. Vous devriez probablement vous occuper de vous trouver un papa, entre guillemets, dans votre prison et vivre enfin comme la vraie tapette que vous êtes forcément, avec notre meilleur souvenir, J.H. Lui, je veux pas le rencontrer, non. Voilà, exactement. Ah ouais, là, que Jeff McDonald soit coupable ou pas, voilà ce que génère en fait les récits journalistiques, c'est-à-dire que quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête cette personne, et comme tu dis, je ne veux pas le savoir, mais il est en vacances, en plein été, au soleil, avec son épouse, avec qui ça doit aller très bien, d'après ces termes. Je le dis, parce qu'effectivement, à partir de là, déjà, bon, si ça se trouve, sa femme est en train d'agoniser à côté de lui, il vient de la tuer, tu vois ce que je veux dire ? Mais où est le besoin d'écrire à la personne de... Ok, on peut détester les criminels et tout ça, mais on a normalement pas à interagir. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de la justice. C'est l'affaire. Ça rappelle le lynchage public, ça rappelle en fait des réflexes qu'on a de haïr des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on nous a raconté quelque chose sur eux. Ah ben moi c'est oui moi là pour moi t'as entièrement raison. C'est tout le problème
cette espèce de jugement populaire qui est permanent et par l'entremise et déjà de certains livres, de certaines émissions et alors maintenant d'autant plus avec les réseaux sociaux où c'est en permanence quoi. C'est en permanence. Donc moi ça me non tout ça me pose gravement me pose de graves problèmes. Oui, non, c'est très très perturbant. Et voilà, c'est très perturbant. Là, j'ai lu volontairement cette lettre qui est très très violente et qui résume pour moi un des aspects du problème. Mais après, ça s'arrête pas là parce que dans l'autre sens, est-ce qu'on doit interdire ce genre d'ouvrage ? Est-ce que le journalisme n'a pas le droit d'aller au-delà du simple article qui relate les faits, mais de mener une véritable enquête sur une investiture criminelle, sur une enquête criminelle, sur la personnalité des gens et tout ça. Ce sont des vraies questions. Et... C'est vrai, c'est exactement ça. Bah, je t'avoue, je pense que je n'aurais pas la réponse là. Oui, puis moi, personne, on peut pas résumer les choses simplement, mais c'est pour ça que moi je trouve ce bouquin assez fascinant. Alors, on va un peu plus loin, puisque Joey McGinnis a pendant une période vécu avec Jeff McDonald. Ils ont partagé le même appartement pendant une période. Donc... Oui, c'est là où ça, tu vois, c'est là où ça va loin, c'est en revenir... Moi, je restais, si tu veux... Alors, c'est pour ça que tu avais parlé du gonzo-journalisme, mais c'est là aussi... est-ce qu'il y a un moment... Est-ce que le journaliste n'est pas censé, si tu veux, ne pas avoir trop d'incointance avec les gens qu'il côtoie ? Enfin, il doit avoir une forme d'indépendance aussi, tu vois. Il y a des cas où non. Entre Hunter Thompson qui prenait des champignons avant d'aller à Las Vegas pour faire soi-disant, je sais plus quoi, le compte-rendu de telle course automobile et qu'il ne fait pas parce qu'il est tellement défoncé que truc machin, à là où le journaliste pour écrire un livre sur un condamné, un coupable ou non coupable, finit même par habiter avec lui. Et oui, mais le problème, c'est comment, jusqu'à quel point s'investir dans son sujet et avec son sujet. Et en plus, il y a parler de curseur, tu vois. Et oui, mais le curseur, c'est qui le décide ? Puis... Là, c'est pour le coup, c'est le journaliste. Et c'est là que j'en arrive à mon troisième document, qui est un DVD de la série Soupçon en français, The Staircase en anglais, qui est là aussi une affaire criminelle suivie par une affaire criminelle américaine, mais suivie par un Français, Jean-Xavier de Lestrade, qui est un réalisateur documentaire passionné par la justice et qui notamment a fait un film dont l'enquête a permis de libérer quelqu'un qui était dans le couloir de la mort. Puisque l'enquête policière et le procès avaient abouti à la culpabilité de la personne, et l'enquête journalistique a révélé des failles dans la première enquête, et a fait libérer cette personne qui était condamnée à mort et qui a été reconnue innocente après. Donc là, déjà, ça pose une première question de l'investissement du journaliste, qui devient, quelque part, partie prenante dans une affaire criminelle, jusqu'à changer... il s'agit de la vie de quelqu'un, quoi. On est vraiment dans quelque chose de très puissant. Dans The Staircase, il a fait avec son équipe des recherches pour chercher un cas justement où il y avait une ambiguïté potentielle sur une affaire de crime. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est assez proche de l'affaire McDonald, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé soit avoir tué sa femme, soit être accusé à tort d'avoir tué son épouse. Ça a donné une série donc assez prenante, il y en a beaucoup, hein, et celle-là elle est très très bien réalisée, je trouve elle est très prenante. Et
à la fin de la série, de ce volume de 2 DVD que j'ai là, l'accusé est jugé coupable, mais nous on regarde la série et c'est difficile de se faire une opinion. En tout cas moi, je suis resté avec un gros doute là-dessus. Il y a eu une suite, des années après, il a été rejugé. Et je suis en train de regarder en ce moment la deuxième partie de cette série. Je ne sais pas où ça va se terminer, je ne l'ai pas fini. Mais, par vraiment un hasard, l'épisode que j'ai regardé avant-hier, alors que j'avais pour projet de parler du livre de Janet Malcolm dans l'étagère, montre un moment assez troublant où l'avocat de la première période revient parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des nouveaux éléments qui font que on pourrait remettre en cause le premier procès et qu'il soit rejugé. L'épisode que j'ai vu, moi, se terminait avec la décision du tribunal qui dit oui, effectivement, les nouveaux éléments font qu'on annule le premier jugement. On peut ouvrir de nouveau l'affaire. Dans le futur, on va refaire un procès. À la fin, quand il y a ce verdict-là, toute la partie de l'accusé est très heureuse, et l'accusé lui-même est très heureux, tout le monde se congratule, et l'accusé va prendre dans ses bras Jean-Xavier de Lestrade qui passe devant la caméra pour la première fois depuis tous les épisodes qu'il a fait et lui dire c'est aussi grâce à vous. C'est aussi grâce à vous parce que vous avez suivi l'affaire, parce que l'affaire est devenue populaire et donc il y a plein de gens qui sont investis dedans et qu'on peut faire jouer des nouveaux éléments, etc. Et c'est troublant de voir passer devant la caméra ce personnage qui n'existait pas jusque-là, qui racontait l'histoire par les moyens du documentaire, avec alors une forme très romancée, enfin c'est très prenant, quoi. C'est comme une comme enquête, un feuilleton. voilà, c'est comme un feuilleton policier. Oui. Mais tout d'un coup, l'autre le prend dans ses bras. Et effectivement, il a mené son enquête en suivant du côté de l'accusé. Donc, je ne dis pas que Jean-Xavier de Lestrade n'est pas objectif, je ne dis pas qu'il a pris fait et cause pour l'accusé, mais je dis qu'à force d'être toujours de ce côté, et nous aussi quand on suit l'histoire, on découvre l'humanité de quelqu'un qui répète son innocence depuis le début, et que c'est difficile, humainement, de ne pas pencher pour lui, parce que on le connaît. Mais, en prenant du recul, on peut avoir des doutes. Il y a des éléments... on peut garder un certain recul. Mais le journaliste, à ce moment-là, il est quand même dans un lien affectif avec l'accusé qui le prend dans ses bras. Et je pense qu'il est très loin de la manipulation de Joey McGinnis. Oui, tout à fait. Parce que là, c'est comme si, dans un an, Lestrade, il faisait encore un film et que... et qui disait qu'il était coupable... Voilà, et qui mettent l'amende à celui qui vient de prendre dans ses bras, quoi. Mais de toute façon, il est dans une relation... de proximité affectueuse et dans quelque chose qui est particulièrement troublant parce que là il y a un truc visuel qui se passe, c'est-à-dire qu'à un moment il apparaît que de dos, d'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit lui, c'est juste qu'il l'appelle Jean et comme c'est Jean-Xavier de Lestrade, j'imagine que c'est lui, peut-être c'est un caméraman qui s'appelle Jean, j'en sais rien. Oui. Mais toujours est-il que oui, normalement un journaliste ne devrait pas se rapprocher de la personne et avoir ce lien affectif, mais un journaliste de toute façon à partir du moment où il interroge quelqu'un, cette personne devient, et le mot en français il est super puissant en fait, devient son sujet. Oui, et puis je crois que tu peux pas de toute façon éviter une forme d'empathie. Si tu es journaliste et que effectivement, même si tu fais une interview de base, je pense que journaliste, c'est se tourner vers les autres, c'est se tourner vers ce qui se passe à l'extérieur, c'est essayer de comprendre le monde autour de soi. C'est pas forcément a priori des gens qui sont tournés vers eux-mêmes. Le métier de journaliste, c'est quand même quelqu'un qui est intéressé par ce qui est autour de lui. Et alors en plus, si après peut-être les faits, je sais pas, la pauvreté en France, le produit national brut de tel pays, de quoi il est constitué, si tu en viens à des rapports d'homme à homme, de femme à femme, d'être humain à être humain, forcément il y a automatiquement, comme tu disais, du moment que tu prends ton calepin ou tu mets ton zoom pour l'enregistrer ou ta caméra, il y a une espèce d'empathie qui vient naturellement. Et après, je pense qu'on peut comprendre qu'il faut que derrière, il faut peut-être qu'il reprenne ses esprits et que
C'est là où on en revient à la trahison aussi d'entrée de jeu. Il y aura forcément une espèce de contre-coup à cette empathie initiale. Oui, je t'écoute, j'enregistre ta parole, je suis ton témoin, et je vais transférer ta parole et ton témoignage à toi dans un autre contexte. Mais à partir de là, il va y avoir de la perdition, comme il y a de la perdition partout. Et d'ailleurs, elle raconte aussi un truc, c'est un témoin de l'époque qui était... Au moment où McGuinness était proche de McDonald's, il était aussi dans le lot. Je sais, ça devait être un des avocats qui travaillait sur le procès à venir de McDonald's. Et il raconte qu'à un moment, ils sont, je ne sais plus où, je crois chez McDonald's, et ils s'amusent à lancer des fléchettes sur la photo d'un procureur qui va traiter l'affaire et qui leur semble être contre eux. Et dans le récit qu'en fait Joey McGuinness, apparemment, je ne suis pas arrivé moi dans le bouquin, mais apparemment il raconte que tout le monde est en train de rigoler là-dedans, et il dit peut-être que McDonald's, ça serait pas la meilleure chose à faire que de rigoler en jetant un objet contondant alors qu'il y a eu un crime avec des poignards qui sont rentrés, un pic à glace, des trucs comme ça. Et en fait, l'avocat, il dit, mais ce que ne dit pas McGuinness, c'est qu'il participait au lancer de fléchettes. C'est qu'il faisait partie des gens qui jetaient des fléchettes. Alors c'est vrai que là, moralement, on est dans une position indéfendable. C'est-à-dire que le type fait le récit après et s'exclut du truc en jetant un regard moral sur les autres. Ok, c'est indéfendable. Mais Janet Malcolm, qui est vraiment quelqu'un qui est soucieux d'une objectivité permanente, elle dit, oui, sauf que le problème, c'est que s'il s'était mis, lui, dans le lot, il n'était plus le journaliste qui retranscrivait l'affaire, il devenait partie prenante, il devenait sujet de son propre livre, et ça cassait complètement la dynamique de son récit qui est un récit factuel. Et c'est là qu'elle va utiliser l'exemple de comment on retranscrit la réalité en arrangeant les choses. Il faut qu'il reste à l'extérieur, il ne faut pas qu'il soit impliqué dans ce récit à aucun moment. Donc c'est vrai que, alors l'argument il est sur un fil, mais c'est vrai que ça pose une vraie question de position, et là-dessus, pareil, je vais... Il y a tout ça, voilà. En fait, là, je vais lire des paroles de Janet Malcolm, pas de quelqu'un d'extérieur, où elle parle justement de cette relation de l'auteur du journaliste à son sujet, et notamment, elle va parler de cette affaire, mais elle va aussi parler de son propre cas. Oui, parce que c'est ça, en fait, le fond du truc. De même que la relation entre McGuinness et McDonald's s'écartait des rapports habituels entre journalistes et sujets, dans la mesure où ils avaient des intérêts financiers communs, ça c'est le fait qu'ils ont passé un contrat aussi sur les droits d'auteur, ma relation avec McGuinness était elle aussi atypique à cause du fossé qui s'était creusé entre nous juste après notre première rencontre. Mais pour tous les autres aspects, dont bien sûr les plus fondamentaux, la relation entre McGuinness et McDonald's et celle que j'entretenais avec McGuinness ressemblait à toutes les relations problématiques entre un auteur et son sujet. Elle se solde par d'imposants livres de non-fiction, parfois même par un procès. Dans les deux cas, un auteur avait refusé d'accepter le point de vue de son sujet pour adopter celui de la partie adverse. Exactement comme McGuinness en était venu à regarder McDonald's avec les yeux de l'accusation, j'en étais arrivé moi aussi, au fil de mes recherches, à porter sur McGuinness le même regard que Bostwick. Bostwick, c'est l'avocat qui va attaquer le journaliste, et toute son équipe. J'avais pourtant plus de chance que McGuinness parce qu'il ne voulait plus me parler. McGuinness ne voulait plus me parler. En refusant de me voir, il m'avait libéré du sentiment de culpabilité que sans cela j'aurais ressenti. On ne peut pas trahir quelqu'un que l'on connaît à peine, on ne peut que l'irriter, le mettre en colère et l'amener à souhaiter ne jamais vous avoir rencontré. Et là, ce qu'elle dit, ça rejoint un autre témoignage dans le livre d'un autre type qui voulait écrire un livre sur l'affaire McDonald's et qui dit « Moi, j'ai travaillé dessus pendant 10 ans, mais par contre, j'ai jamais fait croire à McDonald's que j'étais son ami. Et d'ailleurs, il ne savait pas ce que je pensais de l'affaire au moment où on s'est quitté. » Oui, mais il n'a pas ce récit de première main qu'il y a dans Vision Fatale, où il a la version de McDonald's qui s'est confiée parce qu'il avait confiance en cette personne. Et on peut le prendre par tous les bouts. Le récit ne sera pas le même par quelqu'un qui est en confiance, ou face à un adversaire, face à un journaliste qui va lui dire « Ah oui, mais là, quand même, vous avez commis un acte grave. » Tout ça, l'autre va sortir des arguments peut-être moins sincères, peut-être... Tu vois un petit peu le truc ? Ah oui, bah là, en fait, de toute façon, on en vient là quelle doit être la position du journaliste, voilà. C'est quoi une position morale, effectivement ? C'est quoi une position morale et c'est quoi une position par rapport à des faits, par rapport à quel discours je tiens, quelles actions je mène, voilà, est-ce que je suis raccord, est-ce que je mens, enfin c'est tout ça en permanence. Mais là aussi, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est on a l'impression à la fin qu'il y a autant de réalité
qu'il y a effectivement, c'est un peu Rashomon, quoi, qu'il y a de témoins. Et même s'il n'y a qu'un acteur, il n'y a qu'une personne concernée par cette affaire criminelle. Là, comme disait Carrère au début, on en est au 3e étage ou au 2e ou au 3e, on ne sait même plus, ça devient effectivement totalement vertigineux. Mais je pense que le problème, il est là aussi, c'est là où on a du mal à se dépêtrer avec tout ça, c'est qu'on se rend très vite compte aussi que même si potentiellement on voudrait savoir, tiens, qui a tué cette femme et ses enfants ? Est-ce que c'est le mari ou est-ce que ça n'est pas le mari ? Voilà des choses simples, c'est factuel, et il devrait y avoir une réponse unique. Oui, enfin, s'il y a des preuves. Le problème, voilà, s'il y a des preuves. Mais à partir de là, si à un moment la société n'arrive pas à s'entendre là-dessus et à trouver ces preuves irréfutables, à partir de là commence une espèce de jeu de miroir permanent. Et que là, j'ai même envie de te dire, oui, même que tu sois journaliste ou que tu sois pas journaliste comme l'autre fou là qui a écrit une lettre, à partir de là, c'est ce jeu de miroir. Il y a des miroirs partout et en fait, à la fin, on ne sait plus si on regarde même un reflet de la réalité première. Si tu es trop dans l'intimité avec ton sujet, ou même si tu finis par ne plus l'être, il y a toujours un problème en fait quelque part. Il y a toujours un problème. Moi, voilà. c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre. C'est que la position de Janet Malcolm, c'est de dire il y a toujours un problème et de pas trancher. Et c'est pour ça que ça a déplu à beaucoup de journalistes. C'est-à-dire, mais comme la citation que j'ai dit au début, c'est ce qu'il fait est moralement indéfendable. Oui, c'est une position infernale. And when you slam down the hammer, can you see it in your heart? Et je voudrais, pour boucler un petit peu la boucle, finir la préface d'Emmanuel Carrère, qui, pour moi, involontairement, certainement, souligne ce problème. Il dit « Maintenant, une fois dit cela et chaudement recommandé sa lecture, je voudrais ajouter que quelque chose me trouble dans ce livre si brillant et stimulant, que je ne suis tout simplement pas d'accord avec la thèse que résume avec éclat ses premières lignes. Le journaliste qui n'est ni trop bête ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien, ce qu'il fait est moralement indéfendable. » C'est la citation que j'ai dit tout à l'heure. Il est comme l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance, de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Et comme la veuve crédule qui se réveille un beau matin pour constater que le charmant jeune homme s'est envolé avec ses économies, celui qui consent à devenir le sujet d'une œuvre écrite de non-fiction paie au prix fort la leçon qu'il reçoit le jour de la parution de l'article ou du livre. Là, il a étendu un peu la citation de Janet Malcolm. C'est vraiment son point de vue à elle, c'est qu'il y a un marché de dupes, en fait, à partir du moment où on accepte d'être interrogé par un journaliste. Cette description cynique, là c'est Carrère qui parle, cette description cynique des relations entre un auteur et son sujet est vraie dans le cas de l'affaire MacDonald contre McGuinness. Je veux bien croire qu'elle l'est souvent, mais au risque de transformer ce compte rendu de lecture en plaidoyer pro domo, je tiens à dire ici qu'elle ne l'est pas toujours. Je suis du bâtiment depuis 15 ans, j'écris des livres de non-fiction qui rendent compte de faits réels et décrivent des personnes réelles, connues ou inconnues, proches ou éloignées de moi, et j'en ai blessé certaines, oui, mais je soutiens que je n'en ai trompé aucune. Alors, je ne vais pas tout lire, mais après il explique, il parle de l'affaire Roman et tout ça. Je pense qu'il est honnête, qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Mais comment on peut affirmer, quand on est journaliste et qu'on fait un récit après, qu'on n'a jamais trompé personne ? Même si ta position est honnête au départ, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de la personne en face. Oui. Et tu sais pas ce qu'elle attend de ta rencontre, en fait. C'est surtout ça, moi, que je trouve qu'il y a un marché de dupes, en fait. Et puis enfin là, on a un peu la réponse à l'une des questions qu'on se posait, c'est que même en plus, on sait que ça va être un marché de dupes, quoi. C'est-à-dire ça, moi, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, faut malheureusement éviter peut-être, tu vois,
de se confier aux journalistes. C'est une corporation que j'adore, mais je veux dire, ce qui est bien, c'est les gens qui se confient aux journalistes pour donner des informations importantes qui peuvent mener disons, vraiment à la révélation de la vérité, mais pas par la personne qui a commis la chose. Enfin, je veux dire, comme dans les affaires de Watergate ou de choses comme ça, où quelqu'un te dit « Ah, vous devriez aller regarder ça là-bas. Ah, vous devriez interviewer telle personne. » Là, c'est plus une notion comment dire, oui, tu peux arriver à Là, on a besoin des journalistes et on a besoin de gens qui balancent, quoi. Là, c'est différent dans le sens où les personnes dont on parle depuis tout à l'heure sont peut-être ou coupables ou non coupables, sont vraiment concernés par cette affaire. Oui, ils ne sont pas des témoins. Non, voilà. Ils ne sont pas des témoins, ils sont des gens impliqués directement. Mais voilà, mais là, de toute façon, je pense qu'effectivement, il vaut mieux se dire que, oui, de toute façon, un journaliste ne pourra pas retranscrire ta parole totalement. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, même maintenant, ça ne devrait même plus faire débat. Malheureusement, ça continue à le faire. Hein, ça le fait plus que jamais, je dirais, en plus, il y a toute cette avalanche de nouvelles plus ou moins vraies qui arrivent par des sources très différentes et souvent non identifiées. Donc la question, elle est vraiment plus qu'actuelle. Mais moi, c'est pour ça que ce bouquin me trouble et que j'en suis à le lire, parce que je l'ai relu, pas parce que j'allais faire l'étagère avec toi dessus. Je fais l'étagère avec toi dessus parce que je l'ai relu. Parce que 3 mois après, même pas 2 mois après l'avoir lu, j'ai eu envie d'y retourner comme si j'avais... C'est pas que j'avais pas tout compris la première fois, parce qu'il n'y a pas à tout comprendre, mais parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais passé vite et qu'il avait encore à me donner ce livre. Je l'ai pas encore lu, donc déjà j'ai envie de le lire. Et et puis même là, je pense que même dans ce qu'on dit, ça va encore nous travailler longtemps. Il y a des choses qui vont émerger plus tard, mais je pense que de toute façon, ça pose un vrai problème de fond, surtout dans nos sociétés, maintenant ou depuis plusieurs décennies. Les médias ont pris quand même énormément d'importance. Tu parlais même des campagnes électorales où les candidats étaient vendus comme des produits. Enfin, voilà, on est un petit peu dans tout ça, et où même le travail journalistique, qui était censé effectivement être la voie de la vérité, l'investigation et tout, est mis à mal de partout pour plein de raisons différentes. Et en plus aussi dans ce genre d'affaires où effectivement la frontière entre journalistes et témoins, acteurs et tout devient complètement floue, avec des affaires sordides, et où effectivement tu ne sais plus trop presque qui finit par faire quoi, et comme l'estrade, c'est l'estrade, c'est ça, hein, qui peut-être grâce à son travail a permis de maintenir cette affaire sous les projecteurs et faire que quelque part d'autres gens se remettent à chercher des preuves et le dossier est réouvert et tout. Enfin, tout ça est très... Enfin, maintenant, c'est en permanence, et des fois pour des bonnes raisons, des fois pour des mauvaises, et des fois on ne sait même pas où est-ce qu'on se situe, même encore moralement, quoi. C'est pour ça que pour le coup, je pense que c'est un livre qui... Alors, je ne dis pas que tout le monde devrait le lire, parce qu'il faut quand même s'intéresser un minimum à ces questions-là, mais en même temps, ça touche à des questions qui sont un peu universelles quand même. C'est ça. Et c'est un très... Quand je parlais de vertige au début, c'est pas seulement le vertige des questions que ça pose, c'est que la lecture elle-même, comme tout est enchâssé, en fait, elle commence à raconter un truc, puis il y a un témoin qui parle, et là, ça rebondit sur autre chose, etc. C'est un livre. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je rentre, ça ouvre sur une porte sur autre chose. Et, côté poupée russe. Voilà. Et t'as pas besoin, tout à fait, et t'as pas besoin de t'arrêter pour réfléchir à ce que tu viens de lire, en fait, parce qu'une fois que tu l'as reposé, ça te travaille encore. Moi, j'y repense parfois, mais sur des détails, des choses qui, a priori, sont peut-être éloignées, en fait, et où je me dis, mais oui, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter, pas forcément sur les affaires criminelles, que ce soit de l'information, que ce soit des autobiographies, que ce soit... Quelle est l'implication émotionnelle de la personne qui raconte? Quel est son point de vue? Quel est son angle? Bon, c'est des questions que normalement on est censé se poser depuis l'école, enfin, normalement on est censé nous ouvrir notre regard critique, etc. Mais ce livre-là, je trouve que c'est une excellente manière... pour le coup, celui-là le fait vraiment. Voilà, de replonger là-dedans, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, alors je sais pas... En plus, maintenant elle est morte il n'y a pas longtemps et je connais pas tout son travail, mais je sais pas
quelle a été la portée au-delà des livres qu'elle a écrits de cette pensée-là. Mais pour moi, qui ne suis pas un grand lecteur d'essais, ça a été une révélation. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, ce que devraient être les essais, c'est-à-dire que c'est quelque chose où tu rentres dedans et quand tu en sors, ça continue à bosser. I could have mentioned your name, I could have dragged you in, guilt by implication, by association. I've always been true to you, in my own strange way. I've always been true to you, in my own sick way. I'll always stay true to you. L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits de la compilation Piombo, Italian Crime Soundtracks from the Years of Lead, et de la chanson Speedway par Morrissey. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.